Bonjour. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'accueil et surtout pour la prise en charge. Je crois qu'on reste dans la navigation endovasculaire après l'expérience de l'équipe de Bousmaïl. On va parler de l'expérience de chirurgien vasculaire de l'EHU d'Oran sous la présidence de M. Bouayed dans le traitement endovasculaire par stent couvert des coactations natives de l'aorte chez l'enfant et l'adulte jeune. La coartation par définition, là je ne vous apprends rien, il s'agit d'une sténose de l'isthme aortique, c'est-à-dire la portion de l'aorte thoracique descendante juste en aval du pied de la sous-clavière gauche. Cette sténose doit être traitée, autrement dit réséquée. Le traitement de cette zone malade par la chirurgie classique ou endovasculaire n'est pas définitive comme imaginent la plupart de nos confrères. Car il s'agit bien d'une maladie beaucoup plus diffuse du système artériel qui nécessite un suivi régulier durant la vie de ce patient. Alors, le traitement chirurgical, il fait appel au gold standard, c'est l'intervention de Crawford, qui consiste à faire une résection de la zone malade, une anastomose termino-terminale. Il y a également d'autres procédures chirurgicales comme les plasties d'élargissement par le pied de la sous-clavière ou par un patch prothétique. Et bien sûr, en cas d'impossibilité de faire cette intervention de Crawford, on a recours à la résection plus l'interposition d'une prothèse, sinon des pontages. Voilà les différentes techniques utilisées dans la réparation de cette sténose. Les patchs par la sous-clavière, les résections ou étendues avec des anastomoses termino-terminales, l'intervention de Crawford, résection anastomose et les orthoplasties. Donc, le traitement endovasculaire des coactations natives de l'isthme aortique constitue actuellement en 2017 une véritable alternative thérapeutique à la chirurgie chez l'adolescent et l'adulte jeune. Notre étude est une étude prospective qui va s'étaler sur 10 ans. On a consacré la première étape de cette étude dans l'évaluation de notre geste. Deuxièmement, également l'évaluation de l'hypertension artérielle au repos, ainsi que les complications liées aux stents. Et bien sûr, la deuxième étape, ça sera consacré, Inch'Allah, à l'étude de l'hypertension à l'effort. Et donc, nous avons opéré 31 patients. Voilà le profil démographique de nos patients. Comme vous voyez, on a opéré des patients de sexe masculin et féminin. Vous voyez également, c'est des jeunes allant de 8 à 51 ans. Or, dans la revue de la littérature, on parle toujours des coartations non opérées évoluent vers le décès vers l'âge de 45 ans, 50 ans, mais dans notre série, on a opéré un cas qui avait 51 ans. Répartition selon les sexes, comme vous voyez, on a opéré 19 patientes contre 12 patients, une nette prédominance du sexe masculin. L'âge moyen de notre population était de 25 ans, avec des extrêmes entre 8 et 51 ans. Et nous avons opéré 7 malades entre 8 et 5 ans, 17 patients entre 31 et 51 ans, et 7 patients entre 31 et 51 ans, et 17 patients 17 et 29 ans. Les circonstances découvertes de la coartation, comme vous voyez, la résistance au traitement médical d'une hypertension artérielle, bilan d'une hypertension dans 90% des cas, la notion également de claudication intermittente des deux membres inférieurs, c'est-à-dire les douleurs à la marche,
à l'occasion d'un accident ischémique transitoire associé à une hypertension et le bilan également d'une cardiopathie. Alors nous avons eu 9 patients qui étaient sous 3 antihypertenseurs, 16 patients sous 2 antihypertenseurs et 6 sous un seul antihypertenseur. Et pour la notion de claudication intermittente des membres inférieurs, 18 patients étaient claudiquants, dont 7 avaient des pouls fémoraux absents et 11 des pouls fémoraux diminués, avec 13 patients qui étaient normaux, c'est-à-dire avec présence de tous les pouls des membres inférieurs. Autre circonstance de découverte, c'est la notion de circulation collatérale thoracique chez 6 patients. Un souffle systolique parasternal a été découvert chez 17 patients et lors également des complications, l'IDM chez 2 patients, l'accident vasculaire chez 2, une endocardite bactérienne et également le bilan d'une dyspnée à l'effort chez un patient. Les anomalies ou les cardiopathies congénitales associées, on a eu 9 patients qui avaient une bicuspidie aortique associée à la coarctation. 5 patients avaient une insuffisance aortique en plus, dont un était opéré. 5 patients avaient une insuffisance mitrale associée. Un malade, il avait une cardiopathie ischémique et le diabète de type 1 a été découvert chez un patient. Alors, les données techniques, nos données techniques, tous nos patients étaient opérés sous anesthésie générale. Le succès technique immédiat était de 100%. La voie d'abord, voie fémorale commune droite, a été utilisée chez 30 patients. Et nous étions obligés d'aborder la voie iliaque externe, l'artère iliaque externe, chez un malade qui avait une oblitération de la fémorale commune. L'artériographie a été faite par voie humérale gauche dans tous les cas et nous avons utilisé cette voie humérale gauche. Elle est systématique actuellement parce qu'on a eu des problèmes de cathétérisme de la sténose par voie fémorale, c'est-à-dire la voie rétrograde. Et là, cette voie, elle sert également non seulement à l'artério, mais également, en cas de difficulté, on peut cathétériser également cette sténose. Et là, ce qu'on appelle la technique de téléphérique, ou ce que j'appelle moi la technique de rendez-vous. Les sténoses traitées, leur diamètre était variable en 2,03 jusqu'à 4,02, 0,8, et la longueur de la sténose était de 1 à 5 cm. Aucune couverture de la sous-clavière gauche. La durée de la procédure en moyenne était de 50 minutes. La quantité de produits iodés injectés, en moyenne, il était de 120 cc avec des extrêmes entre 100 et 250 cc. Les prothèses utilisées, toutes les prothèses étaient des prothèses couvertes. 6 prothèses Adventa V12. Nous avons utilisé 4 prothèses Valiant thoracique de Medtronic. Et actuellement, on utilise de plus en plus le Numed BIB. C'est stent couvert avec 2 ballons à l'intérieur, un ballon intérieur et un ballon extérieur. L'association coarctation aortique associée à l'artère subclavière aberrante chez 2 patients, ce qu'on appelle l'artère lysoria, ça n'a pas été décrit dans les différentes études de la littérature. Et là, on était surpris par la présence également de cette variété anatomique. Les formes anatomiques opérées, nous avons opéré 5 coarctations préductales, dont une avec une PCA, et juxta et postductale, 26 patients. Nos gradients de pression, après la procédure, 23 patients avaient un gradient de 0 mm/mercure, c'est-à-dire ce qui correspond à 74% de notre travail. Et 2 patients, il avait 20 mm de mercure. Et entre 10 et 15 mm, on a eu 6 patients. Nos complications,
Père opératoire zéro, aucune complication. Nous avons eu des complications post-opératoires mineures, facilement gérées par n'importe quel chirurgien. Un hématome du scarpa, 2 hématomes au pli du coude, 2 douleurs thoraciques. Le confort, qualité de vie post-opératoire était bonne dans 100% des cas. Aucune lésion des artères fémorales, aucun AVC, aucun trouble médulaire, aucune insuffisance rénale, ni problème cardiaque. Aucun séjour en soins intensifs, la réapparition des pouls distaux des membres inférieurs chez tous les patients ayant des pouls absents ou diminués, le traitement de sortie double anti-agrégation plaquettaire, réduction du nombre d'antihypertensives chez tous les patients avec une tension artérielle au repos bien contrôlée à la sortie des patients. L'évolution et le suivi était entre 2 mois et 28 mois. Stabilisation de la tension artérielle sous monothérapie chez 23 patients, sous bithérapie chez 5 et 3 patients étaient obligés d'être mis sous trithérapie. Les gradients de pression 0 mm chez 23 patients, on a considéré ça comme un bon résultat. Entre 10 et 15 mm chez 6 patients, on a considéré que ce résultat est bon. Et chez 2 patients, la gradient de pression était de 20 mm mercure. On a considéré ce résultat comme un résultat moins bon. L'angioscanner, le protocole de sortie et de contrôle. L'angioscanner à 3 mois, 6 mois, 12 mois, puis chaque année, bien sûr, avec une écho-cœur faite par nos confrères et consoeurs cardiologues. Il n'y avait aucune migration du stent, pas de fracture, pas de sténose résiduelle, mis à part une qui n'était pas sur le plan hémodynamique significatif, aucune recoartation et pas de dilatation anévrismale. Si on compare nos résultats avec ces résultats, ça c'est une étude faite chez 22 patients traités par stent couvert. Et la conclusion de cette étude, comme vous voyez en bas, le traitement des coartations natives de l'aorte par des stents couverts est une méthode sécurisante, durable et efficace. L'évaluation hémodynamique et par imagerie sont des méthodes efficaces de surveillance à la recherche, bien sûr, de recoartation, de complications vasculaires liées au stent, notamment chez l'adulte. La deuxième étude sur 11 patients, comparant la chirurgie classique à le traitement endovasculaire par le stent couvert, les conclusions sont là. Et les résultats parlent des résultats à court et à moyen terme du traitement endovasculaire sont comparables avec un séjour plus court en unité de soins intensifs et un recours plus fréquent à un traitement antihypertenseur. Les gradients aortiques de la coartation en échocardiographie en Doppler étant légèrement supérieurs aux 20 mm mercure habituels au cours du suivi. Ça, c'est quelques séries, enfin quelques malades de notre série. On avait le premier malade, une sténose en diaphragme qui n'est pas étendue, de l'isthme aortique. Ça, c'est l'artériographie, le traitement per procédure, comme vous voyez, sténose hyperserrée à gauche, et là, c'est la dilatation avec la mise en place de stents. Toujours le même patient avec largage du stent. Comme vous voyez, il y a un bon résultat, un bon remodelage de la zone coactée. Le contrôle à 3 mois, stent en place sans aucune anomalie. Deuxième patient, une sténose un peu plus ou moins, je dirais, longue. On a dilaté, mais malheureusement, on n'a pas pu augmenter les pressions de dilatation, sinon il y aura une déchirure de l'aorte, et on s'est contenté de ce résultat malgré la persistance de cette sténose qui n'était pas sur le plan hémodynamique significatif.
Ça, c'est le contrôle à 12 mois. Vous voyez, mis à part cette sténose résiduelle qui n'est pas significative, il n'y avait pas d'autres anomalies. Toujours, troisième patient, sténose également postductale en diaphragme. Et je ne sais pas si... Bon, je passe. Ça, c'est le contrôle à 12 mois. Vous voyez que le stent est en place. Il est plus long parce que la sténose est longue. Elle était de 5 cm. Et vous voyez le contrôle à 12 mois. Aucune anomalie à signaler. Un quatrième patient, sténose en diaphragme. C'est la procédure elle-même, c'est des clichés pris en opératoire, la sténose, prédilatation et la dilatation avec le largage du stent. Le contrôle à 3 mois, comme vous voyez, le stent est en place sans aucune anomalie. À 2 ans, le stent est en place sans aucune anomalie. Cinquième patient, sténose en diaphragme toujours. Ça, c'est le contrôle à 18 mois avec stent en place sans aucune anomalie liée au stent. Et je termine par cette conclusion, ce qu'on peut dire que le traitement endovasculaire utilisé depuis il y a plus de 20 années, notamment chez l'enfant, a été développé actuellement chez l'adulte. On a les deux possibilités. L'angioplastie simple, elle est réservée surtout chez le petit enfant. Et l'angioplastie avec stenting, elle est réservée chez l'adulte. Et le mieux, c'est d'utiliser le stent couvert parce qu'on a vu lors de la communication de l'équipe de Bousmaïl cette brèche, etc. Donc, on peut laisser le malade le temps de rechercher le guide, de chercher l'endoprothèse, etc., le stent couvert. On met, nous, les chirurgiens vasculaires chez l'enfant, et chez l'adulte jeune, un stent couvert pour éviter ce genre de problème. Alors les résultats, la mortalité reste moins de 0,1%. Le devenu de l'HTA, il y a une réduction significative dans la majorité des études gradio-résiduelles, variée entre 7 et 26%. Et la persistance d'un gradient semble corrélée à des complications. Il y a peu d'évaluation à long terme de traitement de ces coartations par le stent couvert. Ça, c'est notre objectif numéro 1 de notre étude. Notre deuxième objectif, c'est de suivre ces malades et de voir est-ce que ce stent couvert il va donner des complications et quelle sera notre attitude dans le futur en cas d'apparition de ces complications. Et le troisième objectif, c'est l'évaluation du matériel prothétique à long terme. Ce qu'on peut dire en 2017, que chez l'adulte et l'adolescent, le traitement des coartations, des recoartations localisées et des anévrismes en rapport avec la coartation fait appel actuellement à la mise en place de stents couverts. Je vous remercie. Thank you very much.